Vous êtes dans les mots de l'écriture par Vicky Saint-Ange. Je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, aujourd'hui nous allons recevoir Sem Deyana. Mehdi, je suis ravie de t'avoir avec nous. Oui, bah moi je suis ravie d'être là et puis ravie de te parler. Puis ça fait quand même quelques années qu'on ne s'est pas vu. Et du coup, je suis très contente d'être là ce soir. C'est vrai, parce que on dit des fois loin des yeux, loin du cœur, mais c'est pas vrai quoi, parce qu'on s'est pas vu depuis très longtemps. Et pourtant, Dieu sait qu'on échange quand même des messages certains Oui, jours. oh oui. Bon, écoute, moi je te connais bien, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, du coup, moi je suis donc CM Deyana, donc j'ai deux prénoms. Mon prénom c'est civil, que j'utilise encore, et Mehdi, qui est le prénom que j'utilise en tant qu'auteur. Donc j'écris essentiellement de la SFFF, donc de la science-fiction, fantasy, fantastique, et de la romance. Et dans la romance, j'écris essentiellement du contemporain et de l'érotique contemporain. Voilà en gros mon CV. Je ne sais pas trop si je peux dire autre chose que ce que je pourrais ajouter pour me présenter. Ah, si je suis une très vieille personne, puisque mes premiers pas dans le monde de la queerness créative, ça a été Japan Expo 2001 avec le fanzine de la Yaoi France. Donc voilà, je suis une personne âgée. Et tu sais, c'est super marrant parce que avant d'enregistrer cette interview, j'ai enregistré celle que j'ai faite, enfin que je voulais faire avec Diane Beria. Mhm. Et son introduction a aussi signalé qu'elle était une vieille personne. Et on a aussi parlé de fanzine. On n'a pas Mais parlé oui, de Tsunayaoi France, on en a parlé de d'autres, mais pas celui-là. ouais. Bah, donc, on va faire semblant de faire un fil directeur, faire semblant, hein. Tu Ouais, pourrais ouais, nous ouais. raconter un peu ce que c'était le fanzine de la Yaoi France, parce que je précise juste pour les auditeurs, il y avait deux teams à l'époque. Il y avait la team Yaoi France, et puis il y avait la team l'écurie des Chets. Moi, j'étais plutôt écurie des Chets. Et moi, Donc, j'étais plutôt Yaoi France, qui explique pourquoi, avec Vicky, on ne s'est rencontrés que via mon tout premier roman auto-édité, il y a quand même 5-6 ans, et non pas il y a 25 ans. c'est ça. Donc, oui. La Yaoi France, en fait, alors je vais raconter comment j'ai débarqué là-dedans. J'ai découvert le yaoi, ce qu'on appelait yaoi à l'époque, avec un manga qui s'appelle Slam Dunk. Et à l'époque, on avait tout juste Internet chez moi. Donc, hein, c'est pour vous dire l'âge canonique de ce genre d'histoire. Et donc, j'ai écrit beaucoup de fanfic slam dunk en anglais. Et puis, j'ai voulu en écrire en français. Et j'en ai découvert. Et j'ai notamment découvert le site de Lady Caro .tripod.com, et je crois qu'en plus on peut encore le retrouver sur internet. Alors tous Mais les je liens ne trouve ça fonctionnent plus, mais dingue. cette ancienneté existe encore. Voilà. Et là, j'ai rejoint ce qu'on appelle les mail groups. Donc, c'était les ancêtres de Discord. Donc, c'était des messageries par groupe mail, en fait. Et j'y ai rencontré, bah, du coup, Lady Caro, donc Caro, qui est une de mes meilleures amies, hein, qui est encore une de mes meilleures amies aujourd'hui. Donc, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et là, la rue France a grandi et on a décidé, enfin il a été décidé de commencer à faire un fanzine, et je crois qu'on en a fait une bonne dizaine. On a commencé par du A4 basique qu'on reliait très tôt le matin, genre la veille de la Japan Expo à l'office dépôt du coin. Et on a fini avec des doubles magazines format A5 agrafés, et on avait un fanzine sémé et un fanzine hooké. Alors j'espère qu'à nos auditeurs on expliquera un petit peu que non, c'était pas si cringe que ça, mais que c'était les seuls termes qu'on avait à l'époque. Parce qu'on va peut-être préciser, parce que tu sais, on a un auditoire qui a moins de 30 ans parfois. Pour être nos Donc, enfants, hein. ouais, c'est ça, c'est carrément ça en fait. Je pourrais être leur mère. Mon Dieu, mon Dieu.
Donc, Sémé et Uke, ce sont des archétypes dans le monde du yaoi. Donc le Sémé, c'est le dominant, donc c'est forcément celui qui pénètre. C'est celui qui prend les décisions, il est grand, il est fort, il est costaud, il est brun. Et glauque. Et le Uke, c'est celui qui est pénétré, c'est le dominé. Il est petit, frêle, mignon, blond. Et il y avait le Uke pénible, qui essayait de prendre un peu le lead et tout, mais il faut quand même pas trop abuser. Et en fait, Heureusement, ça a voilà. évolué. On a quand même beaucoup évolué depuis. Mais voilà, là, on parle d'il y a à peu près 25 ans quand même. Ouais. Mais oui, on est vraiment dans ce concept-là. Et j'ai des Sémé et des Uke, quelque part. Et c'était très, très chouette et très, très drôle, en fait. Bah, c'était très drôle, c'était très chouette. Et puis, il faut rappeler qu'effectivement, on n'avait pas les ressources, que ce soit au niveau LGBT ou au niveau des romances ou de la vie amoureuse, sexuelle des populations gays, en fait. On les avait pas. Hein. C'était vraiment les tout début d'Internet. Et donc, on faisait un peu avec ce qu'on trouvait. Et effectivement, on avait aussi des cas de misogynie intégrée, hein, on va pas se le cacher, mais qui couraient à peu près chez tout le monde. Et ce qui me fait beaucoup rire aujourd'hui, hors l'évolution drastique de la romance, y compris de la romance écrite par des femmes cis, c'est que dans toutes les personnes qui ont fait des fanfics, des fanarts avec moi, je ne suis clairement pas le seul à mettre des couverts non cis et à mettre des couverts non hétéros. Et si un jour les éditeurs ont la chance d'aller à la Icon, vous verrez les stands d'artistes. Je pense maintenant en plus il y a beaucoup d'artistes gays cis, mais il y a aussi une énorme partie d'artistes trans, masques et non binaires. Et quand je suis allée pour la première fois à la Icon il y a 3 ans, ça a été un choc de voir à quel point les stands dits yaoi il y a 20 ans, c'était extrêmement courisé. C'était le bonheur intégral, quoi. Moi, je vais être honnête, je crois que de toutes mes potes début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, parce que moi j'ai découvert ce petit monde en 80, 97, 98. Ouais, il y a eu Internet très tôt chez moi, avec pas beaucoup de surveillance. De toutes mes potes de cette époque-là, franchement, je crois que j'en ai une qui aujourd'hui se définit toujours comme cis-het. Ah, écoute, je crois que c'est aussi mon cas. Toutes les autres personnes, et Dieu sait qu'on connaissait du monde quand même à l'époque, parce que les groupes étaient pas énormes, donc on se connaissait tous de près ou de loin. Je crois pas qu'il y ait une seule personne en dehors de cette pote qui se définisse encore comme cis-het, alors qu'à l'époque, en gros, moi j'étais limite une licorne à dire très tôt dans les années 2000 que non, j'étais pas cis-het, mais que j'étais bi, quoi. Et je trouve c'est ça. assez dingue. C'est, je pense que tu l'as connu tout autant que moi. Il y a eu toute une période pour dire le yaoi c'est pas bien, c'est un truc de nana cis-het et tout. Ouais. Et puis à part quelques artistes qui bossaient avec nous, notamment Fabrissou, les autres artistes hommes gays cis nous voyaient mal. Et moi, maintenant en ayant du haut de mes 48 ans, je les comprends parce qu'il y avait des trucs qui étaient quand même très, très, très cringe. Mais en même temps, c'était bien cool. Et eux au moins, en fait, ils avaient pas l'excuse, mais l'explication qu'effectivement, on s'approchait de fantasmes qui étaient peut-être pas très compréhensibles, surtout par des populations pour lesquelles c'était pas des fantasmes, c'était leur vie. Eux au moins ça allait, mais pour les cis-het
et essentiellement les mecs, on était mal vus. Hein. Je me souviens d'une Japan Expo où on nous avait regroupés tous et tous à côté du coin tout au fond, genre sous les études, les tuyaux d'aération, à côté de vagues pièces interdites aux moins de 18 ans, quoi. On était vraiment. Pourtant, on leur ramenait beaucoup d'argent, hein. Mais on n'était pas très bien vus non plus, quand même. Je sais pas si tu te souviens, la Japan Expo de 2006, on a été encore parqués dans un coin. Et il se trouve que il y a plein de gens sur les stands que ça a saoulé. Et donc, on a fait en quelque sorte notre Pride. En gros, on avait, il y avait 2 personnes qui étaient déguisées comme des mariés. Et on a tourné comme ça, mais peut-être pendant 3/4 d'heure dans toute Japan Expo en chantant quelque chose. c'était, je crois que c'était les gens de chez Laboratoire Limon, quelque chose comme ça, qui était à l'initiative. Et on avait tourné comme ça dans toute Japan Expo, où il y avait le couple qui, voilà, et derrière on chantait la marche nuptiale et tout. Et c'était mais mémorable, et on n'était pas 4 à faire ça. Hein. Je pense qu'on était bien 30 ou 40. Autant dire qu'on a mis l'animation ce jour-là. Mais ouais, et c'était. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui, dans les Japan Expo, on ait ce genre de truc. En fait, moi, j'y vais plus. Alors déjà, les dates sont pas pratiques quand t'habites pas à Paris. Et puis, je me sens tellement plus en safe à la Icon que ça m'intéresse plus d'aller à la Japan Expo, quoi. Voilà. Ouais. Et puis les relations sont pas les mêmes. Ouais, et tu disais que tu avais découvert il y a longtemps. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à écrire des récits LGBTQIA+, enfin, on disait yaoi / à l'époque. Alors, j'en ai lu une. Alors, j'écrivais déjà un petit peu avant et c'était très diffus. C'est un peu comme quand tu commences à écrire et que tu sais pas trop si t'es queer ou pas. Du coup, tes personnages ne le savent pas non plus beaucoup. Donc, j'avais déjà commencé un petit peu à écrire. Et après, est-ce que c'était avant ou après? À peu près en même temps, il y a l'entretien avec Empire de Neil Jordan qui est sorti avec Tom Cruise et Brad Pitt. Et du coup, je suis tombée dedans. Hein, j'avais l'âge pour, hein, j'avais 19-20 ans. Et là, j'ai commencé à écrire une première nouvelle qui était queer. Mais je mettais pas d'étiquette dessus du tout, en fait. C'était vraiment les histoires qui sortaient comme ça. Ces premières nouvelles d'ailleurs ont donné un gros roman que j'espère voir sortir un jour qui s'appelle Les Chasseurs, donc un roman qui a maturé pendant 20 ans, et un jour voilà, je préparais mon mémoire de maîtrise et ça allait vraiment pas dans ma vie, et du coup j'étais sur ordinateur familial à tenter d'écrire mon mémoire de maîtrise, et du coup au lieu de ça je surfais. Et je cherchais plein de textes sur Slam Dunk, effectivement, et je suis tombée sur un texte qui, je pensais, était la suite de la série. Je répète, on n'avait pas beaucoup d'informations à l'époque. Il n'y avait pas manga News et ce genre de choses. Et dedans, en fait, il y avait 2 des personnages qui finissaient ensemble. Je me suis dit, ah, tiens, c'est intéressant. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, et j'ai commencé à en écrire. Et là, c'était foutu. Je pense que j'ai fait du slam dunk, j'ai fait du clamp un peu comme tout le monde. J'ai fait 2 fandoms que je ne citerai pas parce que leurs autrices respectives sont des connasses. J'ai fait du Naruto, c'était un de mes derniers. J'ai fait du Hikaru no Go. Voilà, j'ai fait plein de petites choses comme ça. Et c'était vraiment cool. Et puis un jour j'ai arrêté parce qu'on rentre dans la vie active, qu'on a d'autres choses, qu'on a envie d'autres choses. Et là par contre j'ai repris l'écriture de textes originaux et que je pensais ne pas être queer. Et là
je suis en train de préparer là aujourd'hui un recueil de nouvelles, donc avec des nouvelles anciennes et des nouvelles plus récentes que j'ai écrites. Et donc j'ai un bêta lecteur, un super bêta lecteur d'ailleurs, un type formidable, et qui m'a dit c'est marrant, la transidentité, t'en parles déjà dans les premiers textes. Je dis ah. Tant d'innocence. Non, non, mais ça n'a rien de queer. Comment te dire? Voilà. Donc c'est un peu comme un boulot quand j'ai fait mon coming out non binaire et puis que ça a étonné personne. Je dis ah, en fait je suis pas discret. J'ai aucune discrétion. Oui, non, mais je vois bien. C'est tant d'innocence. C'est ça. Ah, j'adore. Bah, tu parlais justement de la transidentité. Il y a une des choses, quand on connaît ce que tu écris, que tout le monde sait, c'est combien tu accordes de l'importance à la représentation. On va pas se mentir, là, tu as sorti il y a pas longtemps le premier tome d'une trilogie qui porte juste, entre guillemets, sur un couple gay, mais quand on avance dans la trilogie, on découvre que c'est beaucoup plus. Et en fait, je crois que c'est pour ça que les gens accrochent. C'est parce que c'est beaucoup plus. Et quelque part, je trouve que tes récits ressemblent drastiquement quand même à nos vies queer, où il y a des jours, alors, dans notre entourage proche, qui est cis-het, de moins dans notre entourage choisi? Pas beaucoup. Et je trouve que c'est extrêmement puissant ton travail autour de la représentation. En fait, ben, je pense surtout que quand j'écris, je ne pense pas à la représentation. Du tout. Moi, j'ai envie d'écrire des textes qui me font plaisir. Et que je le veuille ou non, les personnages que j'écris, même quand ils sont cis, me ressemblent. Là, tu parles du roman que je viens de sortir, donc qui s'appelle Lui. Et les deux personnages, c'est deux garçons. Les deux sont cis, les deux sont jeunes, hein, donc ça se passe au moment du confinement, il y en a un 22 et 23 ans. Et je les ai écrits comme je voudrais lire une romance pour passer le temps et pour me faire du bien. Et effectivement, il se trouve que cette romance fait du bien aussi aux gens qui la lisent, ce qui me fait extrêmement plaisir. Mais il y a quand même des trucs qui se rajoutent. Et c'est comme ça que j'ai découvert, par l'entremise de mes lectrices, que Alexandre, mon personnage principal, était demi-ace. Je ne l'avais pas forcément écrit comme ça, mais voilà, il s'est trouvé que. Et qu'il il était sur le spectre autistique également, et je ne pensais pas l'avoir écrit comme ça, mais comme il me ressemble, bah forcément il l'est. Et idem pour Sam, et il y a une suite. Et moi, j'ai pas grandi parce qu'il y a quand même toujours un petit décalage. J'ai lu à un moment donné beaucoup de young adultes. Et j'adore le young adulte. Je voue un culte à Suzanne Collins, par exemple. Mais un truc dont j'ai horreur, c'est les triangles amoureux. Pourquoi j'ai horreur ? Est-ce que parce que c'est une facilité scénaristique ? Bah, en fait, pas que. Parce que j'ai aussi découvert en écrivant lui, en ayant un cercle amical très ouvert, que j'étais aussi polyamoureuse. Donc voilà, les gens qui écoutent cette interview sont complètement spoilés sur la suite de lui, puisque effectivement, ils vont être un appel à acheter et à lire, en fait. Voilà, exactement. Et normalement, début 2026 pour la suite. Oh, oh. J'adore des petits, donc je l'ai lu, je le dis, infos comme ça et tout. Ouais. Et tu sais, il y a quelque chose qui me frappe vraiment, c'est que quelque part, dans ce que tu dis, c'est que tu fais de la représentation sans même t'en rendre compte. Et tu vois, ça m'inspire une réflexion peut-être bizarre, hein, mais j'aurais tendance à dire qu'en fait, ça dit surtout en creux que les gens qui sont pas capables de
représenter autre chose que qu'eux-mêmes, eh ben, peut-être que ça veut dire que, finalement, peut-être qu'il manque d'imagination et surtout peut-être qu'il manque d'un entourage plus varié? Bah, moi, je pense surtout qu'ils se mettent des limites, parce que, alors effectivement, il y a, l'environnement dans lequel tu grandis. Moi, je sais qu'il y a, que ce soit par exemple, la maison familiale d'Alexandre ou dans mes nouvelles qui se passent beaucoup dans des zones, suburbaines ou, à la campagne, et ben, c'est là où moi j'ai grandi. Et je sais qu'effectivement, par exemple, dans la romance, il y a quand même ce réflexe d'écrire des récits. Moi, dans la romance très typique, hein, auquel je n'ai rien contre, hein, parce que j'en lis genre des dizaines par mois, mais il faut que ça se passe aux États-Unis. Et moi, en fait, ça m'intéresse pas. Déjà, ça me stresse parce que je suis allée aux États-Unis une seule fois et à New York, donc en fait, c'est pas très représentatif et je ne saurais pas comment l'écrire. Mais en plus, quand je écris, j'aime bien écrire comme si mon personnage était dans ma cuisine. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, j'écris ce qui m'entoure, j'écris ce que je suis. Et du coup, je ne me sens pas forcée de représenter des gens. Et je pense que les personnes soit qui le refusent totalement, bah ça, de toute façon, j'en ai rien à carrer parce que je trouve que c'est pas des gens intéressants. Mais les gens qui essayent de se forcer à faire de la représentation, bah en fait, il faut pas se forcer. Enfin, ça, c'est pas comme monter un Lego, quoi. C'est plutôt, t'es devant une toile et puis tu mets tes couleurs et tu fais un peu comme tu le souhaites et comme tu le ressens. Et si tu mets ton honnêteté dedans, je et que tu t'es renseigné aussi à droite à gauche, hein, faut pas y aller quand même ça en n'ayant connu qu'une seule façon d'écrire des personnages queer. Mais si tu vas en honnêteté, je trouve que c'est plus facile. Mais je trouve que pour moi, ça c'est difficile à théoriser puisque je le fais de façon complètement naturelle. Pas naturelle. Voilà, c'est comme ça. Spontané? D'accord, ouais. Bah, écoute, ça fait la jonction avec le grand débat, TM du moment. Tu sais, Lequel? Parce qu'il y en a plein, hein, mince, on a 3 par jour là. ouais, mais tous les ans à la Pride Month, c'est toujours la même histoire, hein, puis c'est Oui. toujours les mêmes qui reviennent. C'est qui peut, écrire quoi et en grand enfin, là, le grand du moment, hein, on l'a abordé rapidement avec Diane tout à l'heure, hein, mais c'est, oui, il y aurait une écriture pour les femmes et une écriture pour les hommes gays et qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je pense que dans les pas dans la caricature, mais je pense qu'effectivement ça existe, mais je pense que ça existe pas de la façon dont les gens le pensent. Je pense qu'effectivement, quand je lis une romance écrite par, Lucie Lennox que j'adore, ou par Maria J que j'adore, ou par Billy Knox que j'adore, enfin des écrivaines que j'adore qui font du super travail, je le ressens. Quand je lis un livre écrit par un mec trans, pas forcément une romance, je le sens aussi, beaucoup, 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 parce qu'il y a des échos. Et quand je lis un roman écrit par un homme gay, je le sens aussi. Mais pas dans le fait que, par exemple, une romance gay écrite par un homme gay serait forcément une meilleure représentation, mais c'est que la représentation n'est pas la même. Et pour ça, je vais utiliser un parallèle avec le manga. Je lis beaucoup de mangas, je me lis beaucoup de manga yaoi. La majorité sont écrits par des femmes cis-het, pas que parce que la société japonaise évolue elle aussi, mais tu vois un petit peu, voilà, il y a des trucs un peu cringe, il y a toujours les trucs du semeuke, même si ça évolue, mais tu le ressens. Et je lis aussi de ce qu'on appelle le bara. Le bara, expliquer à quelqu'un, une personne qui nous dit qu'un auteur homme gay a une meilleure représentation de la vie gay et lui montrer un manga bara, il va faire une syncope. Et je
pense que pour qu'il fasse une syncope, je vais me montrer du Gengoro Tagame à base quand même d'exploitation, d'esclavage, de domination, de poils partout, de scatologie, etc., etc., etc. C'est super fun à lire, c'est quand même très, 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 très spécial. Et c'est pas une bonne représentation des homosexuels, on va pas se le voyez, c'est du fantasme pur. Mais voilà, puis ça existe et c'est un mec cis-gay qui l'écrit. Donc voilà, enfin ouais, c'est pour ça moi je ne comprends pas. Enfin, je comprends ce débat d'un côté parce qu'effectivement, des fois, on est objet de fantasme et c'est pareil pour les lesbiennes, c'est pareil pour les bisexuels, c'est pareil pour les trans. Mais moi, je préfère voir les auteurs et les autrices particulièrement dans une certaine honnêteté. Notamment parce que moi, j'ai commencé comme autrice et qu'écrire des textes gays m'a permis de faire mon coming out aussi. Ouais, bah en fait, ça recoupe un petit peu ce qu'on disait. C'est que, ben voilà quoi, on n'est pas beaucoup à être cis-het au final quand on regarde autour de nous. C'est ça. Et voilà. Et tu vois, je me demande dans quelle mesure. Enfin, tu sais que j'adore les stats. Tu le sais. J'adore les stats, les études scientifiques et tout. Et tu as de plus en plus d'études scientifiques qui tendent à démontrer que les jeunes générations sont beaucoup plus queer que ne le sont les anciennes générations. Là, je crois que la dernière qui est sortie disait que sur les 15-20 ans, ils étaient 20% à dire qu'ils n'étaient pas cis-het. Alors, 1%, franchement, ça paraît énorme comparé à nos générations où si on arrive à 5%, c'est le bout du monde. Hein. Et encore. Il y a quand même beaucoup de coming out tardifs. Surtout parmi notre génération, je trouve. Ouais. Et tu vois, je me dis que quelque part, c'est avoir eu la chance de pouvoir s'exposer et être exposé à des récits qui ne sont pas cis-het, du moins pas en apparence. Parce qu'il y a des fois, on est bien d'accord, hein, c'est exactement les mêmes dynamiques. Hein. Et ben, quelque part, ça a permis de mûrir cette réflexion, mûrir ce... Je suis pas tout à fait comme ce qu'on me présente à la télé. Ouais. Et puis le truc aussi qu'on a dans la romance et qu'on a maintenant dans les séries, c'est que c'est plus que des drames. Parce que là aussi, hein, une fois de plus, moi, à 11 ans, c'est à 11 ans que... Donc c'était 86-87, on a eu le sida. Et ben, les premiers films avec des représentations queer que j'ai vus, il y avait Les Nuits Fauves, il y avait 2-3 autres trucs comme ça, et c'était tragique, quoi. Enfin, t'as pas envie de te dire que ah bah tiens, je suis peut-être queer. Bah non, en fait, ça me plaît pas trop. En fait, c'est pas, ça a pas l'air. Il y a quand même un truc aussi qui fait que là aussi, on dit, par exemple, il y a eu une polémique entre guillemets sur Heartstopper en disant que ah oui, mais c'est trop joli ce qui se passe dans leur collège-lycée. Bon. Tout en effaçant le fait que ça parle de harcèlement et de TOC et de problèmes et de TCA. Mais voilà, ce serait trop gentil, trop mignon, ça se passerait pas comme ça pour les gays au lycée. Je dis, mais même, justement, c'est bien de montrer à des gamins que mais ça peut bien se passer. Qu'on peut trouver son groupe de potes et que c'est cool, qu'il y a des petits papillons et des oiseaux partout. C'est quand même sympa. C'est mieux que d'aller au collège le matin et se dire mais qu'est-ce que je vais encore vivre aujourd'hui et je vais retourner dans mon placard le soir en rentrant à la maison, quoi. Et tu vois, là-dessus, je trouve qu'Internet, ça a quand même vachement aidé parce que, je sais pas toi, mais au collège et lycée, au collège, j'avais mon meilleur ami qui était gay, ok. Mais au lycée, j'étais un peu en solo, quoi. Et il n'y avait pas de... Les rares bouquins qui existaient étaient généralement assez négatifs. Je te parle même pas de la représentation à la télé. Et en fait, Internet, c'était une manière de pouvoir retrouver les gens qui nous ressemblaient
C'est ça. Pouvoir oser exister, oser raconter nos histoires, nos récits. Alors on n'avait pas forcément toujours conscience que c'était nos histoires et nos récits à cette époque-là, mais je trouve que c'est quand même un changement qui était énorme. Ouais, je suis d'accord, hein. C'est Et et puis quelque le part permettre de découvrir aussi d'autres formes d'expression du queer. Et moi, c'est une des séries qui m'a le plus marqué, qui date de ces années-là, donc milieu des années 2000, c'était Shogaku Utena. Et, euh, et moi, ça m'a ouvert des portes, mais t'imagines même pas, quoi. Enfin, c'était grandiose. J'ai découvert ça en format, je sais même pas si c'était déjà du format AVI sur mon petit lecteur d'écran en 800 pixels sur 600, quoi. Mais ouais, ouais, c'était trop bien, quoi. ouais, et puis des fois des trucs et tu fais: ah ouais, ça pourrait être comme ça en fait». Ouais. C'est, on l'a rapidement évoqué avec Diane, mais Fake, je suis sûre que tu connais ce manga. Ouais, c'est pas mon préféré. Mais Mais j'ai des moi, copines qui étaient clairement, très très fans. bah moi, je pense que de cette époque-là, c'est mon préféré. Alors juste pour donner un peu de contexte, Fake, c'est un manga policier, Mhm. pour faire très simple, et il y a deux mecs qui travaillent ensemble pour résoudre l'enquête, et il y en a un qui est amoureux, et l'autre pas forcément. Du moins, ça c'est le Mhm. pitch de départ. Et moi, ce que j'ai trouvé complètement dingue dans ce manga, et je suis désolée, on va ultra spoiler là dans ce que je vais dire, mais il a fini d'être sorti il y a plus de 20 ans, donc il y a prescription. Rio, ok, il revient, il revient, il revient, il revient. On est d'accord. Mais en fait, il l'embrasse pas de force. Et le moment où il y a une scène de sexe, c'est le moment où ils l'ont décidé tous les deux. Et je trouve que pour le début des années 2000, Oui, c'était quand même une modernité assez folle. oui, oui, parce que c'est quand même très rare, hein. C'est voir un cas quasiment unique. C'est Ouais. ça. Moi, C'est c'était ça. Banana Fish. C'était Banana Fish, ouais. Ouais. Oui, oui. J'ai pleuré Ouais. toutes les larmes de mon corps, forcément, mais c'était Banana. Et je suis tellement heureux qu'il y ait une ressortie digne de ce nom. Oui. Ça fait partie des titres qui sont sortis trop tôt et où le public n'était pas forcément prêt, mais je suis très très heureux de l'avoir découvert à l'époque. Banana Fish, je pense que c'est l'ancêtre vraiment du yaoi. Parce que, Du yaoi shonen, ouais, un peu à la je trouve que, en fake, fait, à la. Parce qu'il y a aussi un yaoi un peu plus shoujo, je trouve, un peu plus chou. Mais Banana Fish, c'est vraiment un truc euh, très cru. Enfin, pas cru dans le sexe, hein, mais cru dans les situations. Et je pense que Fake doivent s'en rapprocher aussi. Il y a. Alors après, maintenant, il y a Viewfinder aussi, au niveau. Alors, qui a d'autres problématiques, mais un truc très shonen. Et je sais qu'en fait, quand j'étais à France, il y avait les gens qui étaient fans de Clamp et de Watari, Yuki Watari, Iwatase, tout ça. Et moi, ouais, j'étais fan de Slam Dunk, de Rockies, de Shield 21, shonen, quoi. Truc pour les ouais, mecs moi qui j'étais s'aiment un bien. peu plus côté shoujo, on va pas se mentir. Mais il y a quelques grands titres comme ça. C'est ouais, il y a quelques grands titres côté shonen où il y avait pas de problème, hein, j'étais là. Ouais. C'est Faut pas se mentir à un moment. Non, non, on ne se ment pas. Et puis, C'est et il y avait tout le côté J-Rock aussi. Mais ça, j'étais moins fan. la J-Music. Il y avait Dire en grec quoi déjà. Ouais, non, c'était clairement pas mon truc, ça. Ah, écoute, il faut quand même que je te dise une année, il y a Yoshiko qui est venu, donc c'est le leader de Hit Japan. Et Hit Japan, bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même le grand groupe de J-Music à Mm. l'époque.
Ouais, Vraiment, enfin, sans eux, tous ceux que vous écoutez aujourd'hui, ils seraient pas là, quoi. c'est ça. Et donc Yoshiki est venu en dédicace et tout. Et à l'époque, je suis pas sûre que ça se fasse toujours autant, mais à l'époque, c'était très, très à la mode d'avoir des petites oreilles de chat clipsées sur la tête. Oui, ça se fait Heu encore, hein. Oui, oui, ça se fait encore. et moi, j'avais évidemment mes petites oreilles de chat et ma petite queue que je pouvais clipser, dans, à ma ceinture et j'ai tanné, mais je pense tous mes potes qui ne comprenaient pas ma passion, mais j'ai tanné tous mes potes pour aller faire le tirage au sort et donc j'ai pu voir Yoshiki et donc il m'a dédicacé, un DVD, hein, voilà, que j'ai Mmh. peut-être toujours et Yoshiki m'a dit que j'avais de très jolies oreilles. Il parlait de mes oreilles de chat et on va pas se mentir, c'était peut-être il y a 20 ans, mais je m'en fiche. Yoshiki m'a quand même dit que j'avais des très jolies oreilles. Voilà. C'est mignon. Ceci était l'anecdote complètement inutile. Mais Oui, mais quand même, je c'était te à promets, 25 ans. c'est ça. Vas-y. Tous mes potes, je les ai rendus marteaux à aller piocher pour le. Et puis en plus, la copine qui a tiré au sort, vraiment, tu vois, je sais en plus qui l'a tiré au sort pour moi, quoi. C'était Owen et elle en avait, mais vraiment rien à secouer. Et elle l'a vraiment fait juste pour que je lui lâche la grappe. Voilà. Mais Ah, oui, c'était là, les G-Music, et il y avait aussi des fanfics autour de ces personnages. Enfin, ouais, pas ces personnages, de ces gens qui devenaient des personnages. ouais. Là, j'ai commis des fanfics Kishidan aussi. Ah ouais. Eh ouais, que j'ai vu et que j'ai vu en concert pour leurs 10 ans, au Japon, 2 concerts de 2 jours de suite. C'est grandiose. C'était merveilleux. Ah oui, j'imagine, ça doit être sympa. Ouais. Ça doit être très, très sympa, ouais. Bon, on parlait du RPS, donc des role person slash, le fait de prendre des vrais gens et de leur faire faire des trucs. Et ça, aujourd'hui, ça passe plus du tout, hein, c'est Ben, ouais. Autant pour, tu vois, cringe, mais au-delà. ouais, autant pour le J-Rock, c'est quand même un peu comme du cosplay, en fait. Ils jouent des personnages, donc voilà. Mais là, moi, effectivement, je t'avoue que j'adhère pas du tout. Nous, on a surtout vécu les Supernatural. Oh Euh, oui. et alors déjà, moi, j'aime pas la série, donc je vais m'attirer les foudres dans l'enfer. Je n'aime pas Supernatural, voilà, je le répète. Mais voilà, je trouvais ça, non, voilà, c'est clairement pas mon truc. C'est pas du tout. Ouais. Et puis surtout, je trouve que ce qui a vraiment fait tout changer, c'est que c'était pas la même distance. Les Ouais. acteurs de Supernatural, tu les avais régulièrement en panel et tout. Mhm. Les, euh, les groupes de G-Music, tu les avais pas en panel comme ça. Et puis eux-mêmes jouaient là-dessus Oui, je vais le là-dessus nombre parce d'enfants. que bah, faut le redire, la J-musique, comme la K-pop, hein, c'est beaucoup de marketing et beaucoup de construction et de scénario, de trucs scénarisés, un peu comme la Real TV, hein. Donc c'est pas vraiment, voilà, et je pense qu'effectivement le côté fangirl, un peu comme le côté fanboy pour les groupes comment on appelle ça, de chanteuses, Oui. d'idoles, en fait, ils jouent là-dessus. Alors que des acteurs de cinéma, bah, c'est pas pareil, hein. Ils jouent pas leur personnage, ils viennent comme acteurs et c'est des vrais gens. Et moi, ça me gêne parce qu'en fait, dans écrire des fanfics sur des personnes réelles, il y a quand même une absence de consentement de la personne elle-même qui, moi, me gêne profondément. Ouais, et puis je trouve que c'est pas du tout le même rapport. Euh, Tu vois, par exemple, t'avais Shinya, d'Andy Gray qui ont joué énormément. Mhm. Gact sur Vanilla sur scène. Je veux dire, enfin, c'était limite s'ils se baladaient pas avec un panneau. Et regardez, qu'est-ce qu'on peut faire? On est d'accord qu'il y a quand même une scène magnifique. Je suis sûre que tu vois exactement de quel concert je parle.
où franchement, il y aurait moins de vêtements, ce serait carrément interdit aux moins de 18 ans avec l'espèce de peluche qu'il a sur scène. Ouais, ça, je m'en souviens plus du tout. Je sais que Dans Kishidan, il se roulait des pelles sur scène, donc Ah, voilà, quoi. mais c'est sûr que c'est pas du tout le même rapport à leur public Ouais. et au fanservice, et c'est vraiment impressionnant. Mais tu vois, paradoxalement, je trouve que il y a quand même plus tant de choses que ça qui deviennent inacceptables. Au sens où tu as quelques totems, mais tu as aussi beaucoup de choses où maintenant c'est plus du tout un sujet. Ouais, ok, ça se fait, et ok. Dans la littérature LGBTQIA+, ou la littérature gay, lesbienne, queer en général, Ah il y a bah des oui, hein, trucs. alors après, si on parle de littérature plus générale, alors je vais pas dire plus commune, parce qu'en fait, quand tu écris du queer, c'est jamais commun, mais il y a des grosses revendications sur le corps. Je parle beaucoup du corps, hein, ça, tu as lu mes textes, tu sais. Ouais. Moi, je sais qu'il y a un recueil qui est sorti il y a pas très longtemps, qui s'appelle, je crois que c'est La peau douce, je crois. Ah, je sais plus du tout, faudrait que je retrouve le titre. Donc c'est un recueil d'articles d'une militante lesbienne des années 70-80, où elle parle effectivement du corps, parce qu'à un moment donné, dans les années 2000-2010, je trouvais qu'il y a une espèce de rendre ces représentations saines, mais trop. Moi, je sais que j'avais commencé à regarder The L Word et j'ai détesté, parce que je trouvais que ça ressemblait à une sitcom, et ça m'a énervé. Et puis aussi, je suis pas le public cible, hein, puisque j'ai découvert que je n'étais pas lesbienne non plus, lesbien, ce qui m'a un peu déçue, mais bon, voilà, on ne choisit pas. Merci Euh, beaucoup, paraît-il. voilà. Et que là, il y a une nouvelle revendication de faire du pas propre. Et pas du pas propre en disant que, en faisant des mauvaises représentations, entre guillemets, mais faire du pas propre en tant que personne queer. Voilà. On a le droit de faire du pas propre. Et donc il y a cette autrice-là, je te renverrai le nom, hein, pour donner la référence. Tu as aussi tous les récits de Sol Pandelakis qui sont absolument géniaux Oui. là-dessus, sur notamment la revendication de la pornographie et des jeux vidéo pornographiques. C'est aussi un truc qui vient du Japon, ça. Et c'est aussi pour ça que moi j'avais écrit beaucoup d'érotisme porno quand j'écrivais des fanfics. J'avais arrêté. Et puis j'ai repris, et notamment grâce à toi, et parce que je trouve que c'est une littérature qui permet énormément de choses, tout en permettant aussi d'être politiquement engagé. Tu as lu mes textes, tu sais que le premier truc que je mets dans mes textes, c'est le consentement Ouais. et la communication, et qu'en fait le consentement et la communication, c'est carrément sexy, et que c'est super bien, et qu'on a le droit, qu'on soit vieux, qu'on soit gros, qu'on ait eu des opérations, des mastectomies ou pas, qu'on ait la voix qui déraille un petit peu, qu'on ait des maux d'estomac, qu'on soit pas sente pas très bien, tout ça c'est pas grave. On est consentant, on est heureux, et on fait un peu ce qu'on veut avec nos corps, et ça je trouve que c'est quand même super bien, et ça c'est une tendance que j'apprécie énormément là depuis quelques années. Mm. Si on veut lire une autre personne, il y a aussi Ludie de Mol d'Effet, qui, comme Saul, est aussi quelqu'un qui fait de la recherche scientifique. Mmh. Et je trouve que c'est une approche qui est super intéressante, de pas juste avoir une approche, on va dire, euh, charnelle, presque Mmh. animale, de notre propre expérience, mais aussi une vraie réflexion dessus. Enfin, tu connais mes dadas, hein, dans la vie. C'est, Je connais. voilà. Justement, tu disais que tu écrivais, que Oui. je t'avais lu, et tu vois, j'ai très très envie qu'on aborde ton Ulule. Euh, Oui.
Tu as fait un Ulule qui a bien marché, hein, je crois Il qu'on a peut le dire. extraordinairement bien marché. C'est ça. Je m'y attendais absolument pas. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très stressé, j'ai peur tout le temps. Voilà. Et quand j'ai pas de retour sur mes textes, ou quand j'en ai 2 ou 3, je me dis, ah bah ça va, personne ne lit, personne ne l'aime, en fait, c'est nul ce que je fais, etc., etc. Mais là, lui, j'avais quand même envie de le sortir, donc je dis, allez, on va faire une campagne Ulule. J'avais un petit peu de sous, je pouvais investir. Mon plus gros investissement, c'était l'illustration de couverture de Léa Charbonnier, qui est absolument sublime. Je l'ai quand même sorti, je l'ai quand même voulu faire. Je suis en train de préparer mes enveloppes, puisque je reçois mes livres enfin mardi. Donc là, je suis en train de préparer les enveloppes et j'en ai 120 à envoyer. Voilà, donc c'est un très très bon score. Alors effectivement, c'est pas autant que d'autres autrices que je suis, mais qui sont déjà un peu plus établies dans l'espace de la romance. Mais ouais, ça m'a fait super plaisir et j'ai eu mes premiers retours de personnes qui ne connaissaient pas l'histoire, donc qui l'avaient pas lu sur Wattpad. Et voilà, ça fait plaisir de faire plaisir aux gens et aussi de se retrouver dans ses sous, parce qu'il faut dire que c'est aussi, voilà, c'est aussi important. C'est ça. Et ça veut dire que je vais pouvoir publier la suite. Donc ça, c'est cool. Ce qui est une très très bonne nouvelle, parce que ce que tu ne dis pas, c'est qu'on était quelques personnes à être, comment dire, avoir la subtilité du bulldozer pour t'encourager là-dedans. Oui, vaguement, vaguement, vaguement. Vaguement, ouais. C'est pas du tout. Alors, t'en es où? Tu fais quoi? Mais ça avance pas? Subtilité du bulldozer. Oui, complètement subtil. Hein. Donc je m'attends aussi à la subtilité du bulldozer à la rentrée, quand je me mettrai aux corrections de eux. C'est ça, exactement. Tu Voilà. sais que j'adore avoir la subtilité du bulldozer. C'est la meilleure. Bon, on approche de la fin, donc là, j'ai des vraies questions bien formelles et tout. Alors, Pour allez, être honnête, il allez. reste 3 questions. Ok. Donc celle-là, est-ce qu'il y a une question à laquelle tu rêverais de répondre? Hmm. T'as vu ça? J'ai des questions Oui. faciles, hein. La question que j'aimerais répondre, c'est quelle est la thématique queer que tu préfères écrire? Parce que là, j'ai la réponse, puisque j'ai commencé à la développer dans La Wilsem, qui doit sortir cet été, et dans une série que j'espère arriver à finir, qui s'appelle Joli Garçon. C'est le BDSM. Je suis fan, ça permet de faire beaucoup, beaucoup de choses, et j'adore. J'adore écrire sur ce sujet-là. Je me suis beaucoup renseignée, j'ai découvert des sites marchands absolument très affriolants. J'ai découvert des nouvelles façons de décorer sa chambre à coucher aussi. Mais aussi, voilà, j'ai découvert des trucs très très drôles, même en IRL. Hein. Je suis allée, il y a eu un salon de l'érotisme queer à Strasbourg il n'y a pas très longtemps. Et il y a une Oui, boutique d'artisans qui font des accessoires en pneus recyclés. Donc maintenant j'ai un choker en pneus recyclés et je peux te dire que c'est beaucoup plus confortable qu'un choker en cuir. Et c'est assez cool. Ouais, alors ça c'est les trucs un peu rigolos, mais en même temps sur l'écriture ça permet d'écrire sur les relations de domination, de confiance, de laisser aller. Moi j'ai un TDAH, j'ai beaucoup 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 de mal à me laisser aller, j'ai besoin de contrôle tout le temps, contrôle que je n'arrive pas à avoir par moi-même. Du coup écrire là-dessus c'est quand même extrêmement ça me fait du bien de l'écrire. Et en plus, il y a des gens qui lisent, aiment bien aussi le lire, donc ça c'est aussi assez cool. Donc voilà, ça c'est la question à laquelle je rêverais de répondre et à laquelle j'ai pu répondre. Donc, mais c'est merci. merveilleux. Puis tu sais, moi enfin, tu connais ma guideline, autrice queer et féministe. Et je trouve qu'en fait, écrire sur le BDSM, c'est écrire de fait sur les rapports de domination et de soumission.
Et notre société est infusée au dernier degré de ces rapports. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'arriver à mettre des mots, arriver à apporter ce regard-là sur les relations et de le conscientiser. Alors, le conscientiser dans la chambre à coucher ou ailleurs, hein, mais aussi le conscientiser dans des espaces qui ne sont pas censés être à destination du BDSM et surtout dans des relations qui ne devraient pas relever de ces rapports de domination et de soumission. Et ça, tu vois, je trouve que c'est super intéressant. Et mais en même temps, comme ça reste un sujet de niche, il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Ouais. Donc voilà. Bon, je sais pas si tu l'as entendu au tout début de notre échange, mais le chat a tout de suite entendu ta voix. Tout Ah de oui? suite, il a accouru, il a fait miam, 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 miam. En plus, aujourd'hui, c'est nos 11 ans de vie commune, donc autant te dire qu'il tire un peu la tronche, parce qu'il voudrait que tout soit autour de lui. Bien Donc, sûr. il a estimé qu'il avait le droit de te poser une question et que j'étais priée de me bouger le pompon pour te la poser. Ok, Donc, c'est la allons-y. question du chat. Tu as mis quand même des canards dans tes récits jusqu'à présent. Ceux qui ne savent pas, et donc il faudra qu'ils aillent lire tes récits pour savoir de quoi on parle. Mais quand vas-tu mettre un chat dans tes récits? Ah. C'est un chat qui pose la question, hein, excuse-moi de te le dire. Alors, j'ai commencé à écrire un Omegaverse qui est lisible sur Inkit. Alors, j'ai quitté Wattpad parce que Wattpad commençait à me saouler avec ses pubs et ses trucs et ses machins, donc je suis maintenant sur Inkit. Donc, ça s'appelle L'Oubli. Et le personnage a une chatte qui s'appelle Missy et qui aime bien que tout tourne autour d'elle. Et qui fait la gueule à son maître parce qu'elle est obligée de bouffer des croquettes alors qu'elle préfère à la pâtée, sauf que la pâtée ça lui donne des flatulences et ça la fait vomir et le maître en a ras-le-bol de remplacer son tapis de salon. Voilà. Et sinon c'est un omégaverse que là aussi je prends beaucoup plaisir à écrire parce que du coup je situe aussi en France et en fait la thématique est partie du fait que les grosses problématiques des omégaverses. Alors, on va expliquer ce que c'est l'omégaverse. Oui. C'est des sociétés où il y a les genres primaires, donc hommes et femmes. Ça manque un peu de non-binaire, j'avoue. Et les genres secondaires, donc alpha, bêta, oméga. Et les omégas, quel que soit leur genre primaire, peuvent porter des enfants, mais uniquement s'ils s'accouplent avec des alphas. Voilà, en gros. Et du coup, les grosses problématiques des omégaverses, quand ça se passe aux États-Unis, c'est que les traitements sont extrêmement chers, les avortements sont interdits, enfin bref, les États-Unis. Moi, je me dis, mais comment ça se passerait en France si c'était la Sécu qui gérait tout ça? Et du coup, en fait, on se retrouve sur d'autres problématiques. Et ouais, là, il y a je suis en train d'écrire le 4e chapitre. Et ça me plaît bien. Je trouve que c'est assez cool. Mais du coup, il y a un chat. Voilà. Donc, il y a un chat dans celui-là. D'accord. Alors, il précise il espère que ça sera un chat roux. Hein, voilà, s'il peut avoir de l'influence sur le récit. Il n'y a pas d'autres chats que des chats roux? Si, ça existe. Hein. Ah, lui, il dit que non. Mais bon, il y en a qui pensent que oui. Voilà. Bon. Allez, la dernière question, c'est une question un peu fil rouge que je pose que je vais poser à toutes les personnes qui vont passer par ce podcast. Et j'espère que tu auras une réponse. Tu la sens l'avenir, la connerie. Quel récit aurais-tu aimé écrire et pourquoi? Que j'aurais aimé. Un récit qui existe déjà? Ouais. Alors, spoiler, hein, si vous vous en doutez pas, chers auditeurs et auditrices et auditorices, non, personne n'a les questions à l'avance. Un récit dont je suis très jaloux et que j'adore, qui a été mes gros coups de cœur de ces dernières années, c'est Meute de Karine Remberg. Donc c'est une histoire de loup-garou. Il y a 3 personnages principaux.
représentation Ace très très forte. Et avec une représentation aussi d'un personnage autiste qui ne s'exprime que par couleur. Et tout le roman est à la seconde personne du singulier, et c'est une réussite totale. Malheureusement, le récit a été publié chez ActuSF, qui n'existe plus, mais si vous arrivez à le trouver, jetez-vous dessus, c'est une merveille. Et Karine est une personne absolument adorable, donc je ne lui veux pas de mal, mais je suis très jaloux. Très très jaloux. D'accord. D'accord. Eh bien, écoute, Mehdi, je te remercie beaucoup Merci à toi. d'avoir pris ce temps, d'avoir répondu à mes questions étranges de la fin. Et puis, tout notre échange, je trouve qu'il est vachement chouette et j'espère que ça aura autant plu aux personnes qui vont nous écouter qu'à moi. Voilà. Aussi. Merci beaucoup. Merci. Pour vous, chères personnes qui nous écoutez, sachez que je vais mettre évidemment plein d'infos en description et que dès que possible, je vous mettrai aussi une retranscription de cet échange. À très vite et je vous espère tout simplement sur d'autres interviews comme ça. À bientôt. C'était les mots de l'écriture. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note, un petit commentaire ou à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. Tu m'y retrouveras sous le nom de Vicky Saint-Ange. Et puis si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, n'hésite pas à leur partager le lien. À très vite.